L'ONU choisit son camp. La carte du Sahara vient de changer. La diplomatie, c'est l'art de dire, gentiment, ce que l'on va faire, sérieusement. Adaptation libre d'une phrase de Henry Kissinger. Bienvenue sur Média France, la chaîne qui ne mâche pas ses mots sur l'actualité politique. Ici on scrute, on déconstruit, et on rit, même quand le monde tremble. Aujourd'hui, un coup de tonnerre au Conseil de sécurité de l'ONU qui pourrait redessiner la carte politique du Maghreb. Le débat sur le Sahara occidental, vieux de presque un demi-siècle, a franchi un cap diplomatique majeur et les résonances sont immenses, pour Rabat, pour Alger, pour les Sahraouis, et pour l'équilibre régional. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous et dites-nous en commentaire, selon vous, qui gagne vraiment quand la communauté internationale redessine les règles du jeu. Partie 1. Le désert s'agite, Rabat jubile, Alger s'étouffe. À mes frères, mes sœurs, on pensait que le Sahara allait rester ce grand silence de sable et de vent, eh bien non. Depuis quelques jours, le désert parle, crie même, avec un accent marocain bien assumé. Oui, le royaume chérifien vient de sortir la plus grande diplomatie coup de judo du siècle, faire plier l'ONU sans tirer un seul coup de feu. Une performance. Pendant que certains construisent des murs de sable, Rabat, lui, a construit un mur de relations internationales bien bétonné. L'ONU, qui jouait depuis des décennies le rôle du parent médiateur, celui qui dit « Calmez-vous les enfants », pendant que les chameaux broutent l'herbe diplomatique, vient de lever la main et dire « Bon, le plan du Maroc là, franchement, ça tient la route ». Et c'est ainsi qu'un dossier vieux comme la moustache du général Bouteflika a pris une tournure que personne n'attendait. Les caméras du monde entier se sont tournées vers Rabat, pendant qu'à Alger, on cherchait encore le mode d'emploi du communiqué officiel. Les diplomates marocains, eux, ont dansé le chabi diplomatique, sourire devant les caméras, doser les mots, et glisser le message clair, le Sahara, c'est chez nous. Pendant ce temps, les réseaux sociaux nord-africains sont devenus des champs de bataille. Entre ceux qui criaient victoire et ceux qui criaient trahison, on aurait dit un match Cameroun-Nigeria avec un arbitre français. Mais attention, ce n'est pas une simple victoire, non. C'est un véritable coup de théâtre mondial. Le Maroc vient de transformer un vieux conflit en chef-d'œuvre diplomatique. Et comme au théâtre, il y a toujours un public déçu. À Alger, les visages se sont allongés comme un discours de campagne sans fin. On a même entendu certains murmurer. Mais l'ONU là, elle est encore neutre ou bien elle a pris l'abonnement à Maroc Télécom. La vérité, c'est que Rabat a joué malin. Très malin. Pendant que tout le monde se chamaillait sur les résolutions, le Maroc construisait des routes, des ports, des écoles, bref, il posait des briques pendant que les autres posaient des tweets. Et c'est là que la partie devient croustillante. Comment une diplomatie tranquille, presque silencieuse, a fini par dompter la plus grande scène internationale. Mais ne partez pas, hein, ce n'est que le début de la saga. Parce que la partie suivante, mesdames et messieurs, va nous plonger au cœur des coulisses de ce retournement historique. Comment le Maroc a réussi à séduire le monde entier pendant qu'Alger toussait du sable. Et pendant que vous attendez ça, ne faites pas comme l'ONU qui hésite avant de se prononcer. Cliquez sur « S'abonner » à Média France, parce que ici, même le désert parle avec humour et vérité. Partie 2. Les coulisses d'une victoire taillée sur mesure, quand Rabat joue les échecs pendant qu'Alger joue les dominos. Point d'exclamation. Ah, mes frères, si la diplomatie était un jeu, le Maroc serait ce joueur silencieux qui observe, calcule, avance son pion, et fait, échec et mat, pendant que les autres sont encore en train de chercher où poser leurs jetons. Depuis des années, Rabat n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas menacé. Non, il a simplement travaillé le monde, doucement, poliment, mais efficacement. Pendant que certains lançaient des discours enflammés à la télé, le Maroc lançait des invitations discrètes dans les chancelleries. Pendant que d'autres boycottaient les sommets, Rabat, lui, montait les escaliers rouges, sourire tranquille, thé à la menthe à la main. Les coulisses de cette victoire, mes chers téléspectateurs, c'est comme un plat bien mijoté. On ne voit pas la cuisson, mais quand ça sort, ça sent fort. Le Maroc a compris depuis longtemps que dans la politique internationale, ce ne sont pas les cris qui font les résultats, mais les relations. Et pendant que certains régimes criaient « injustice », Rabat tissait sa toile comme une araignée patiente. Union africaine, Union européenne, Washington, Paris, même Tel Aviv, tout le monde a eu droit à un petit sourire diplomatique made in Rabat. Et l'ONU dans tout ça? Ah, l'ONU. L'organisation qu'on croyait neutre, mais qui, à force de goûter le couscous marocain, a fini par dire « Vraiment, ce plan d'autonomie-là, il n'est pas mal du tout. »
Certains diplomates ont même dû réviser la géographie. Attendez, le Sahara occidental, c'est encore un conflit, ou c'est déjà une province marocaine? On aurait dit un sketch de Daniel Doumbia en pleine session du Conseil de sécurité. Mais derrière les rideaux, il faut le dire, le Maroc a fait du marketing politique digne d'une marque de luxe. Le royaume n'a pas seulement défendu un territoire, il a vendu une vision, stabilité, investissement, paix régionale, ouverture économique, bref, il a donné au monde ce que l'Algérie n'a pas su vendre, une histoire cohérente. Et dans ce grand théâtre international, celui qui raconte bien son film gagne la sympathie du public. Résultat, le Maroc a le scénario, les acteurs, la bande sonore et même les applaudissements de fin. Alger, pendant ce temps, s'est enfermé dans le rôle du grand frère fâché. On crie, on proteste, on menace de rappeler son ambassadeur, encore, mais à force de jouer la colère, on finit par fatiguer le public. La communauté internationale regarde, soupire et se dit « Bon, on passe à autre chose ». Parce qu'à l'ONU comme ailleurs, le monde a horreur du bruit inutile. Et pendant que les Algériens débattaient sur Twitter, les Marocains, eux, signaient les accords sur papier glacé. Et tenez-vous bien, dans les couloirs de New York, on raconte qu'un diplomate africain aurait lâché cette phrase qui tue. Plus grand que, le Maroc ne parle pas beaucoup, mais quand il agit, on sent le parfum du résultat. Et ce jour-là, mes amis, même le désert a souri. Alors oui, le Sahara occidental est devenu bien plus qu'un dossier. C'est une leçon. Une leçon de patience, de stratégie et de finesse. Le Maroc a transformé une guerre de sable en une victoire de salon climatisé. Et pendant que le thé refroidit à Alger, Rabat, lui, savoure son succès au goût sucré. Mais attention, ce n'est pas fini, parce que ce triomphe a réveillé des jalousies, des tensions et des manœuvres dans l'ombre. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette victoire diplomatique a mis le feu dans la maison voisine. Oui, du côté d'Alger, où le régime cherche encore son souffle entre fierté blessée et diplomatie essoufflée. Et avant qu'on y arrive, mes gens, ne jouez pas les diplomates silencieux, cliquez sur « S'abonner » à Média France, parce qu'ici, on vous sert la vérité avec un peu de piment et beaucoup de réalisme, parce qu'entre nous, même le Sahara nous regarde maintenant avec le sourire. Partie 3. Alger tous du sable, quand la fierté nationale rencontre la diplomatie en panne. Ah, mes frères, mes sœurs, le Maroc fête, mais à Alger, c'est la soupe amère qu'on boit sans sucre. Le dossier du Sahara occidental, qui était censé rester le trophée moral de la diplomatie algérienne, vient de se transformer en cauchemar collectif. Depuis l'annonce de la position onusienne, la capitale algérienne vit une crise de nerfs géopolitique. Les visages sont tendus, les plateaux télé hurlent, et les diplomates font des réunions d'urgence comme si l'ONU avait bombardé la Casbah. Dans les couloirs du pouvoir, c'est le branle-bas de combat. Comment l'ONU a pu valider un plan marocain sans notre bénédiction? On aurait dit une famille nombreuse vexée que le petit frère ait réussi avant les autres. Et pendant que les conseillers cherchent une stratégie, les rumeurs fusent. Certains parlent de trahison, d'autres d'achat de conscience, d'autres encore jurent que c'est le lobby du couscous marocain qui a séduit New York. Bref, chacun trouve une excuse, sauf la vérité. Parce que la vérité, mes amis, c'est qu'Alger a perdu le fil du film. Le scénario diplomatique a changé, mais les acteurs algériens jouent encore le rôle de 1975. Toujours le même discours, autodétermination, colonialisme, référendum, mais dans un monde où les États se vendent à coups de projets, d'investissement et de stabilité, ces slogans ont pris la poussière. Pendant que Rabat parle partenariat et avenir, Alger parle passé et frustration. Et comme on dit chez nous, quand ton voisin avance, ne casse pas sa clôture, inspire-toi de sa vitesse. Mais non, au lieu d'inspiration, c'est la fureur. Les médias d'État sont entrés en mode crise de foi patriotique. Chaque soir, c'est un festival de titres. Plus grand que « Complot international contre l'Algérie ». Le Maroc a acheté l'ONU. Washington manipule la vérité. Même les journalistes d'habitude posés ont pris un ton dramatique, un peu comme s'ils commentaient une finale de CAN perdue au tir au but. Les commentateurs tremblent, les experts boudent, les ambassadeurs font les valises pour consultation, et le peuple, lui, regarde tout ça avec lassitude, en se demandant, tout ça pour un désert où même les scorpions sont fatigués. Mais attention, la colère d'Alger n'est pas que médiatique. Derrière les murs, le régime bouillonne. Certains parlent déjà de revoir les alliances, d'autres de geler la coopération avec certains pays africains, trop proches de Rabat. Il y a même un projet de convoquer une conférence spéciale sur
la dignité africaine face aux manipulations. En clair, on veut transformer la défaite diplomatique en show patriotique. Une façon élégante de dire, on a perdu, mais on reste digne. Pourtant, soyons honnêtes, ce que vit l'Algérie, c'est un choc identitaire. Le Sahara occidental a toujours été plus qu'un dossier de politique étrangère. C'est une question de prestige, de fierté, de symbole. Reconnaître aujourd'hui le succès marocain, c'est comme avouer que des décennies d'efforts, de milliards dépensés et de discours tonitruants n'ont servi qu'à tourner en rond dans le sable. Et ça, mes amis, aucun dirigeant ne veut le dire à voix haute. Mais dans tout ce vacarme, un vent nouveau souffle. Des voix plus jeunes, plus lucides, commencent à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Plus grand que, et si on changeait de stratégie, si on arrêtait de se battre contre le vent, ces voix-là dérangent, mais elles existent. Parce qu'au fond, le Sahara occidental, ce n'est pas seulement une affaire de frontières, c'est un miroir dans lequel chaque pays du Maghreb voit son orgueil se refléter. Et maintenant que le Maroc a marqué ce grand but diplomatique, Alger doit choisir. Continuer la partie en criant « faute » ou bien se réinventer et reprendre le match à zéro. Parce qu'au rythme où vont les choses, même les chameaux du désert savent déjà qui mène au score. Mais, mes chers téléspectateurs, attendez seulement. Parce que dans la prochaine partie, vous allez voir comment ce coup de tonnerre au Sahara commence à redessiner la carte politique de toute l'Afrique du Nord, et même à créer des tensions au sein de l'Union africaine. Oui, le sable du désert est en train de s'étendre jusque dans les couloirs d'Addis Abeba. Et avant qu'on ne s'y plonge, ne restez pas comme l'ONU qui hésite avant de voter, hein? Cliquez sur « S'abonner » à Média France, parce qu'ici, on ne vous raconte pas des salades diplomatiques, on vous sert les vérités bien grillées, avec humour, accent et un petit goût de vérité continentale. Partie 4. L'Afrique s'en mêle, quand le Sahara fait éternuer tout un continent. Mes frères, mes sœurs, si vous pensiez que cette affaire de Sahara occidental allait rester une dispute de voisinage entre Rabat et Alger, détrompez-vous. Ce dossier-là est devenu une véritable pandémie diplomatique. Le virus du sable a touché toute l'Afrique. Oui, du Caire jusqu'à Dakar, du Cap à Addis Abeba, les chancelleries éternuent, les alliances tous et les présidents se grattent la tête comme des écoliers surpris à copier pendant le contrôle. Depuis la décision de l'ONU, c'est le grand remue-ménage. Certains pays applaudissent Rabat avec les deux mains, d'autres lèvent les yeux au ciel, et d'autres encore font semblant de ne rien voir, en attendant de savoir de quel côté souffle le vent des dollars et des promesses. Ah oui, parce qu'en Afrique, on ne prend jamais position sans consulter la météo diplomatique. Prenez l'Union africaine par exemple, cette grande famille où tout le monde sourit sur la photo, mais où, en coulisses, ça se tire les tresses. Le dossier du Sahara occidental y crée un malaise qu'on pourrait couper au couteau. D'un côté, les pays qui soutiennent le Maroc, convaincus que l'autonomie est la voie la plus réaliste. De l'autre, ceux qui restent accrochés à l'idéal de libération des peuples, même si, entre nous, ils n'ont pas encore libéré leurs propres électeurs. Et au milieu de tout ça, les chefs d'État se regardent comme des joueurs de ludo politique. Chacun calcule son coût. Le Nigeria veut ménager ses relations économiques, la Mauritanie joue la prudence, le Sénégal applaudit discrètement, pendant que l'Afrique du Sud fait encore des grimaces au fond de la classe. Même à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, le débat est devenu si tendu qu'on dirait une réunion de famille où tout le monde attend que quelqu'un dise enfin « Bon, qui a volé le poulet ?» Mais attention, ce n'est pas qu'une querelle diplomatique. Ce qui se joue ici, c'est la reconfiguration des influences. Car avec cette victoire, le Maroc ne se contente pas de récupérer du sable, non, il récupère du poids. Le royaume devient une puissance régionale incontournable. Ses projets économiques s'étendent jusqu'en Afrique de l'Ouest, ses banques s'installent partout, et ses avions atterrissent désormais là où avant, même les pigeons diplomatiques hésitaient. Pendant ce temps, l'Algérie, elle, voit sa zone d'influence rétrécir comme un pagne trempé dans l'eau chaude. Ses alliés traditionnels hésitent à la suivre dans sa colère, de peur de perdre les financements, les projets, et surtout, les selfies avec les délégations marocaines lors des sommets. Et comme dirait un vieux sage de Douala, dans la vie, il faut savoir perdre avec élégance, sinon tu transpires pour rien. Mais, au-delà de la rivalité maghrébine, cette histoire met à nu le vrai visage de la diplomatie africaine. Chacun joue sa partition selon ses intérêts du moment. Certains gouvernements soutiennent Rabat le matin, puis envoient un message de solidarité à Alger le soir. D'autres déclarent « rester neutre », mais, dès qu'un contrat d'investissement passe, deviennent soudainement très bavards sur « le sérieux du plan marocain ». Bref,
Le Sahara est devenu la boussole morale d'un continent sans nord fixe. Et c'est là que le rire devient jaune. Parce que pendant que les puissances africaines s'agitent, les grandes puissances mondiales, elles, observent, calmement, avec le sourire. Washington, Paris, Pékin, même Moscou. Tous applaudissent en silence, chacun voyant dans ce dossier une opportunité d'avancer ses pions. Pendant que l'Afrique se dispute sur le sable, les autres récoltent les pierres précieuses. Et oui, mes amis, c'est toujours comme ça. Quand deux éléphants se battent pour un désert, c'est le pétrole qui rit. Mais cette fois, l'histoire a une saveur nouvelle. Le Maroc vient de montrer qu'un pays africain peut imposer son plan, non pas par les armes, mais par la stratégie. Et ça donne des idées à plusieurs capitales du continent. Déjà, certains dirigeants murmurent. Et si on faisait pareil pour nos propres dossiers? Le succès marocain devient donc une école de la diplomatie moderne, sans cris, sans menaces, mais avec efficacité et intelligence. Cependant, mes amis, chaque victoire crée aussi des ennemis. Car pendant que certains célèbrent, d'autres planifient la revanche. Des alliances se reformant dans l'ombre, des discours se préparent, et des coalitions se tramant, prêtes à contester, boycotter, ou saboter la nouvelle influence du Maroc. Bref, l'Afrique entre dans une nouvelle saison de son feuilleton préféré. Diplomatie et trahison, saison Sahara. Et croyez-moi, la suite s'annonce encore plus croustillante. Parce que dans la prochaine partie, nous allons entrer dans les réactions mondiales, les vraies, celles de Washington, de Bruxelles, et même de Moscou, qui observent ce grand jeu du désert avec un œil amusé et un carnet d'intérêts bien rempli. Mais avant qu'on y arrive, et mes gens, ne soyez pas comme ces diplomates africains qui ne signent jamais le bon accord à temps. Main avec index pointant à droite pommade, cliquez seulement sur « S'abonner » à Média France, la chaîne où même les géopoliticiens transpirent de rire. Parce qu'ici, on vous raconte la vérité du continent sans langue de bois, ni sable dans les yeux. Partie 5. Quand la poussière du désert révèle les vraies ambitions. À mes frères, mes sœurs, après toutes ces palabres diplomatiques, ces poignées de mains sucrées et ces sourires de crocodile à New York, il faut dire la vérité nue. Le Sahara occidental, c'est devenu la nouvelle scène où tout le monde veut jouer son rôle de héros, ou de magicien raté. D'un côté, le Maroc brandit son drapeau comme un champion qui vient de marquer au temps additionnel. De l'autre, le Polisario continue de crier « Justice » jusqu'à perdre la voix, pendant que l'ONU fait semblant de ne pas entendre, trop occupé à compter les abstentions dans la salle climatisée. Mais dans cette affaire, ne vous laissez pas berner par les beaux discours de « paix durable » et « dialogue constructif ». C'est du sucre pour endormir les naïfs. Derrière les rideaux feutrés des chancelleries, on négocie les contrats, les bases militaires, les ports stratégiques, et même les pipelines qui n'existent pas encore. Chacun vient avec son bol, espérant ramasser quelques miettes du festin saharien. La diplomatie moderne, c'est devenu un marché mokolo version internationale. Celui qui crie le plus fort obtient la meilleure place, celui qui a la plus. Belle promesse emporte le lot. Et l'Afrique dans tout ça? Silence radio. Certains dirigeants applaudissent le Maroc pour se faire bien voir à Rabat, d'autres regardent ailleurs, espérant que la tempête passera. Pourtant, c'est notre continent qui porte le poids des divisions, des frontières héritées, et des histoires coloniales mal digérées. Le Sahara occidental, ce n'est pas qu'un désert de sable, c'est le miroir de nos incohérences. On parle d'unité africaine le matin, mais on signe les accords contradictoires le soir. On crie « solidarité » à la télé, mais on fait les clins d'œil diplomatiques en cachette. Aïe, l'Afrique, toujours prête à applaudir sans lire le scénario. Pendant ce temps, sur les réseaux, les citoyens eux ont déjà compris le film. Certains applaudissent la victoire du Maroc comme si c'était un but de Hakimi en finale. D'autres dénoncent une trahison historique contre le peuple sahraoui. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a un avis, même ceux qui confondent Sahara occidental et Sahara Desert Challenge. Internet est devenu un vrai parlement parallèle, où les Camerounais, Ivoiriens, Marocains, Algériens, et même les cousins de la diaspora s'insultent entre deux emojis de chameau. Quelle époque! Mais attendez seulement la suite, car ce qui arrive est encore plus croustillant. Dans les coulisses, certains États jouent les pompiers, pendant que d'autres cachent les bidons d'essence derrière leur dos. L'ONU, elle, promet une mission de suivi, comme si c'était un contrôle de devoir en retard. Et pendant ce temps, le Maroc avance ses pions avec le sourire d'un joueur d'échecs qui connaît déjà la fin de la partie. Alors mes chers spectateurs, avant de passer à la suite, prenez une minute pour faire votre geste patriotique. Abonnez-vous à Média France. Oui, ne faites pas comme ces diplomates qui promettent toujours et n'envoient jamais la note verbale. Cliquez seulement
C'est gratuit, c'est rapide, et c'est le seul endroit où la vérité est servie avec piment et ironie bien dosée. Parce que ce qui nous attend maintenant, c'est la cerise sur le couscous. La grande conclusion, où les masques vont tomber et les sables vont enfin parler. Partie 6 quand la géopolitique devient une comédie d'improvisation. Ah mais Jean, si le dossier du Sahara occidental était un film, Hollywood même allait refuser de produire ça. Trop de rebondissements, trop de doublures, trop de scénaristes cachés derrière les rideaux. Parce que voyez-vous, à ce stade, on ne parle plus seulement de diplomatie. Non, c'est devenu une série où chaque pays veut écrire son propre épisode, quitte à effacer celui du voisin. Le Maroc joue le rôle du héros conquérant, sûr de son étoile, pendant que le Polisario incarne le résistant têtu, déterminé à ne jamais lâcher le drapeau. Et l'ONU, eh bien, l'ONU c'est le réalisateur qui a perdu le script, mais qui continue de dire « Action ». Les grandes puissances, elles, regardent tout ça avec leurs lunettes de stratège. Les États-Unis, eux, jonglent entre les intérêts économiques et les alliances militaires. La France, comme toujours, souffle le chaud et le froid, un peu comme un oncle qui conseille tout le monde mais ne paie jamais la facture. Et la Chine, à la Chine, elle observe seulement, silencieuse comme un chat devant un bol de lait, prête à bondir dès qu'un contrat de phosphate ou une base portuaire se libère. C'est ça qu'on appelle la diplomatie du kung-fu discret. Mais le vrai problème dans cette histoire, c'est la mémoire. Oui, la mémoire des peuples. On oublie vite que ce conflit traîne depuis avant même que certains dirigeants d'aujourd'hui ne sachent attacher leurs lacets. Des générations entières sont nées dans les camps de réfugiés, ont grandi en récitant les discours de l'ONU comme des psaumes du dimanche, et aujourd'hui, elles voient le monde tourner sans elles. Le Sahara occidental, c'est un peu comme ce vieux dossier qu'on déplace d'un tiroir à un autre pour dire « on y travaille ». Et pendant ce temps, les vies s'effritent dans le vent du désert. Mais soyons honnêtes, si ce conflit dure autant, c'est aussi parce que ça arrange du monde. Et oui, les puissants adorent les crises qui ne finissent jamais, ça leur donne un sujet à débattre pendant les sommets, une raison de voyager en jet privé, et surtout un moyen de tirer des ficelles en coulisses. Le Sahara, c'est devenu une table de jeu mondiale. Les uns pariaient sur la stabilité, les autres misent sur le chaos. Et nous autres, simples citoyens, on regarde le spectacle comme une telenovela diplomatique sans fin. Pendant ce temps, les caméras tournent, les déclarations fusent, et les communiqués s'enchaînent. L'ONU salue les progrès réalisés, le Maroc salue le soutien de ses partenaires, le Polisario rejette fermement les conclusions. Et Dieu, on dirait un disque rayé. Et chaque fois qu'on croit que la paix approche, boum, un nouveau communiqué sort pour tout remettre à zéro. C'est à croire que la paix a pris un visa de transit et n'a jamais trouvé le retour. Mais vous là, oui vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez comprendre ces dossiers sans somnoler comme à la télé d'État, abonnez-vous à Média France. Parce qu'ici au moins, on ne vous sert pas la diplomatie froide, non. On la fait mijoter avec l'humour, le réalisme et le piment qu'il faut. Cliquez là-bas sur « S'abonner » avant que l'ONU ne tienne encore une autre réunion inutile. Et maintenant, préparez-vous, parce que la prochaine partie va soulever le sable et dévoiler les vraies leçons de ce feuilleton géopolitique. La grande conclusion finale, où le désert parlera, les masques tomberont, et la vérité, cette fois, ne portera pas de cravate. Conclusion. Fermeture marquante et appel à l'engagement. La paix qui n'écoute pas la mémoire des peuples n'est qu'un silence avant la tempête. Voilà pourquoi chaque décision internationale doit se lire à la loupe. Qui parle pour les Sahraouis? Qui décide au nom de la paix? La résolution du 31 octobre 2025 marque un tournant diplomatique, peut-être un progrès pragmatique, peut-être une trahison des principes. L'histoire tranchera. En attendant, vous avez un rôle, informez-vous, commentez ci-dessous, partagez la vidéo pour que le débat dépasse les salons feutrés des chancelleries. Abonnez-vous à Média France pour ne rien rater des développements, nous continuerons à investiguer, à questionner, et à rappeler que la diplomatie sans transparence est une pièce sans témoin. Pour étayer cette analyse, nous avons consulté les comptes rendus officiels et plusieurs agences internationales, le communiqué de l'ONU sur l'adoption de la résolution, ainsi que des dépêches et analyses de Reuters, AP,